Alors on reçoit aujourd'hui Julien. Julien, oui, Voilà. alors qui vient de présenter un mémoire de L3. C'était sur quel sujet globalement? C'était sur l'interpolation de Weierstrass, donc par Ouais. les fonctions holomorphes, et ensuite sur tout le côté algébrique. Voilà, interprétation algébrique Voilà. de tout ça. Et donc là, il va nous présenter le théorème de Mittag-Leffler. Voilà. Donc il va nous présenter un petit extrait de son grand mémoire, mais voilà, c'est quand même un endroit assez solide et assez peu vu en fait, et puis jamais vu sur cette chaîne en tout cas de toute façon. Mittag et Leffler, ils sont deux ou ils sont mis à deux ou Non, c'est un seul. un C'est seul, nom il composé. s'appelle Mittag-Leffler. C'est ça. Très bien, bon bah voilà, au moins ça calme. Et il va nous présenter ça devant un jury, alors avec qui on a dans le... D'accord, donc voilà, donc c'est des camarades de L3, donc il y a Kylian, Antoine, Florian, et puis Liam qui perd rien pour attendre, parce qu'il va passer, il va être cuisiné dans un deuxième temps. Voilà, et ben on va démarrer. Et je vous propose de regarder le théorème de Mittag-Leffler. On a l'énoncé sous les yeux, donc je vais vous l'expliquer. En fait, on va prendre une partie grand A qui va être sans point d'accumulation. Ça revient souvent en analyse complexe vis-à-vis du principe des zéros isolés. Et pour chaque alpha, on va se munir d'un polynôme à coefficient complexe sans coefficient constant. Et de là, ce que nous dit ce théorème Mittag-Leffler, c'est qu'on peut construire une fonction méromorphe qui va être holomorphe sur C-A, et donc tous les points de A, c'est les pôles dont en plus, en fait, on peut écrire f de z comme étant p alpha évalué en z-alpha, plus une fonction qui va être holomorphe au voisinage de alpha. Donc si en fait on décomposait cela en série entière, au voisinage de alpha, ce qu'on peut dire c'est que finalement notre fonction f, son développement en série de Laurent au voisinage de alpha, sa partie principale, c'est exactement p alpha évalué en z-alpha. En fait, lorsqu'on choisit les p alpha, on comprend qu'on peut choisir la partie principale du développement en série de Laurent comme on veut. D'accord. Ouais. Ça peut se dire aussi avec un langage algébrique que modulo les fonctions holomorphes, oui. F est égal à P alpha. Donc c'est comme ouais. Ça fait penser au lemme chinois. Oui, c'est vrai. Un petit peu. Ça fait penser à un lemme chinois puisqu'on veut résoudre F congru à P alpha, quel que soit alpha. Donc c'est un système de congruence modulo des fonctions holomorphes. On peut le voir comme ça. Bon, tiens, ça. Ok. Oui. Ok. Voilà. Donc pour cela, tout d'abord, je vais avoir besoin d'un petit lemme sur les parties sans point d'accumulation. Si je prends une partie grand A sans point d'accumulation, alors A est automatiquement au plus dénombrable. A est... Donc pour cela, je vais vous le démontrer. Et en fait, ça repose sur un argument un peu astucieux au départ, qui est de considérer l'ensemble des complexes à coordonnées rationnelles, Q plus IQ. Et ce qu'on peut dire, c'est que cet ensemble, il est dense dans C. Ça découle de la densité de Q dans R. Et ensuite, qu'il est au plus dénombrable. Ça découle du fait que Q est dénombrable et que cet ensemble, il est en bijection avec Q carré. Et donc de là, si je prends un petit alpha dans grand A, par définition d'une partie sans point d'accumulation, je peux fixer un rayon que je vais noter R indice alpha, tel que dans cette boule, le seul élément de A, c'est uniquement alpha. Oui. Et de là, l'astuce, c'est d'utiliser notre résultat de densité pour dire qu'il va exister un complexe à coordonnées rationnelles, Q indice alpha, tel que la distance entre alpha et Q indice alpha est supérieure à R indice alpha sur 2. Donc, si vous voulez, je trace ma boule et je le place quelque part par là, mon Q indice alpha. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que l'application qui est alpha associe Q indice alpha, c'est-à-dire une application qui va de grand A dans Q plus IQ,
eh bien, elle est injective. Et ça va entraîner directement que A, il va être au plus dénombrable. Donc pour cela, il me suffit de prendre alpha bêta dans A et de supposer que Q alpha égale Q bêta. De là, vu que je connais majoritairement des résultats sur la distance entre mes nombres, je vais regarder la distance entre alpha moins bêta. C'est la distance, je peux intercaler Q alpha et utiliser le fait que Q alpha, en fait, c'est Q bêta. Ça, par inégalité triangulaire, c'est inférieur à la distance entre alpha moins Q alpha plus la distance entre bêta moins Q bêta. Et donc, il manque un peu de place. Ça va être plus petit que 1/2 de R alpha plus R bêta. Et donc, c'est plus petit que le max de R alpha, R bêta. Et donc, si on reprend notre définition de R alpha, si on reprend notre définition du rayon R, on constate bien en fait que la seule possibilité ici, c'est que les éléments A et B, ils sont égaux. Et donc de là, on en déduit que notre application est bien injective et donc que notre partie A est sans point d'accumulation. J'ai oublié de le préciser ici, il faut que les inégalités soient strictes pour que ça marche. Sinon, on serait dans... Sinon, si je prends bêta, on pourrait être dans un cas limite en fait où Q alpha et Q indice bêta seraient sur le bord des cercles. Voilà. Donc je vous propose maintenant qu'on a démontré ça, de s'en servir pour démontrer le théorème de Mittag-Leffler. Et donc vu qu'on sait que notre partie, elle est au plus dénombrable, on va tout simplement traiter le cas où elle est finie et traiter le cas où elle est infinie. Donc tout d'abord, le cas quand A fini. Et ici, en fait, il n'y a pas besoin d'une construction très poussée pour Mittag-Leffler. Il suffit de prendre f de z comme la somme pour alpha dans A des p alpha de 1 sur z moins alpha. Cela, si je fixe un alpha 0 dans A, je vais donc avoir f de z qui vaut p alpha de 0 de 1 sur z moins alpha 0 plus la somme résiduelle de... Voilà. Et tous ces termes-là, c'est des termes qui vont être holomorphes au voisinage de alpha 0, vu que comment ça s'appelle, notre partie A ne s'accumule pas en alpha 0. Et alpha 0 est isolé, quoi. Oui, alpha 0 est isolé dans A. Et de plus, en fait, ici, on a une somme finie. Donc, une somme finie de termes holomorphes, c'est toujours holomorphe. Voilà. Et de là, en prenant cette fonction, on a Mittag-Leffler, dans le cas où notre partie est finie. Dans le cas où la partie A est infinie, il va falloir un peu plus bidouiller. Si je veux faire ce qui s'est passé là-haut, alors déjà, mettons que notre partie A elle est infinie, dénombrable, je vais l'assimiler à l'image d'une suite AN de complexes. Et le fait que notre partie A soit sans point d'accumulation, ça revient à dire que notre suite AN, elle n'avait pas de valeur d'adhérence. Et de plus, on verra que ça nous servira après, quitte à réordonner les éléments de A, je vais plus supposer que la suite des modules de AN est croissante. De là, ce que je voudrais faire, pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est poser f de z comme étant la somme pour n allant de 1 plus l'infini des p indices an de 1 sur z moins an. Le problème, c'est qu'on a une somme infinie et que ça risque de ne pas converger. Typiquement, si je prends PAN égale n et PAN égale x et AN égale n, je vais avoir la somme des 1 sur z moins n. Et ça, ce terme-là, c'est équivalent à la série, c'est équivalent à la somme des 1 sur n. Et on sait que cela va diverger. Donc l'idée ici, ça va être en fait, plutôt que de regarder, ça va être de regarder ces termes-là et de leur enlever une partie qui reste holomorphe de manière à conserver l'holomorphie et surtout à forcer la convergence. Donc pour cela, je vais renommer fn de z comme étant p indice an
de 1 sur z moins n, c'est-à-dire les termes de ma somme, et donc je cherche à faire converger la somme des fn de z. De là, lorsqu'on regarde la fonction fn, parce qu'on a supposé que les modules de n étaient croissants, on sait qu'elle va être holomorphe sur le disque en 0 et de module an. Je peux donc l'écrire Disque ouvert. Hein. sur le disque ouvert. Ouais. Voilà. Et de là, je peux donc l'écrire sur ce disque-là comme une série entière. Je peux l'écrire comme la somme pour k allant de 0 à plus l'infini des bk de n fois z puissance k sur donc ce disque an. Maintenant, on va s'intéresser à essayer de regarder ce qui va se passer sur tout compact. Et donc pour ça, il me suffit de regarder sur tout compact de la forme sur tout disque centré en 0 de rayon R. Sur tout disque fermé. D'accord. Voilà, centré en 0 de rayon R avec pour l'instant R quelconque. Maintenant, ce que l'on peut dire, en fait, lorsqu'on regarde la suite des AN, c'est une suite croissante, donc soit elle converge, soit elle tend vers plus l'infini. Et si elle converge, on sait que notre suite va être bornée, et donc la suite des AN est bornée, et donc elle met une valeur d'adhérence. Ça contredit notre hypothèse, et donc on peut de plus remarquer que le module des AN, il tend vers plus l'infini. De là, on peut poser un n0, tel que pour n supérieur ou égal à n0, R soit plus petit que le module des AN, ce qui se reformule soit strictement inférieur, et donc ça se reformule en termes de disque, en disant que le disque fermé de rayon R, il va être inclus dans notre disque qui nous intéresse. Voilà. Et donc, pour n supérieur ou égal à n0, on sait qu'on a ce développement en série entière, et on sait même plus que la convergence de cette série, ici, ça va être une convergence uniforme. Et donc, on peut en déduire que sur ce disque, voilà, il va exister un entier C2n, tel qu'en fait, on est le module des fn de z moins la somme tronquée qui va jusqu'à c de n, donc des bk de n fois z puissance k, qui va être plus petit, mettons, que 1 sur 2 puissance n. Voilà. Et cette somme-là... Il existe C de n tel que pour z. Oui, tel que pour tout z dans ce disque, on est cette... D'accord. On est ceci. Oui. Voilà. Ça vient de la convergence uniforme. Cette fonction-là, je vais la noter Gn de z. Et donc de là, on a trouvé un bon estimateur parce qu'on sait directement que la somme pour n plus grand que n0 des fn moins gn, elle va converger. Et elle va même converger vers une fonction elle-même holomorphe. Voilà. Mettons qu'on va l'appeler pour l'instant f indice R, parce que notre n0, il dépend du rayon R. Et de là, plus généralement, si on rajoute un nombre de termes, on va rajouter un nombre de termes fini, et on peut dire que la somme pour n supérieur ou égal à 0 dfn moins gn, elle va tendre, sur tout disque, elle va converger par une fonction f, qui va être elle-même holomorphe. C'est la somme de f indice R et d'un nombre fini de fonctions holomorphes. De là, on a obtenu une limite qui semble convenir. Il faut vérifier que cette fonction f, elle vérifie bien le résultat de Mittag-Leffler. Donc pour cela, je vais prendre un objet dans grand A, mettons AK. Et donc je vais m'intéresser à f de z, qui vaut par définition, alors je peux prendre un rayon tel que, comment ça s'appelle? Je peux prendre un rayon et un entier n0 tel que pour n supérieur ou égal à n0 supérieur à k.
tels que pour n supérieur ou égal à n0, j'ai le module de n qui soit plus grand que grand R. Ça, c'est juste pour pouvoir proprement définir ma fonction. Je peux dire que f de z, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des fn de z moins gn de z. Ce qui va donc, on va scinder la somme en deux. Pour n est égal à 0 jusqu'à n0 moins 1 des fn de z moins gn de z, plus la même somme pour n supérieur ou égal à n0. Et cette somme-là, des fn moins gn, le tout évalué en z, c'est tout simplement f indiciaire de z, qui, on le sait, est holomorphe. De plus, ici, cette somme-là, je peux isoler le terme en k, et donc ça va me donner fk de z moins gk de z, plus une somme pour n allant de 0 à n0 moins 1 et n différent de k, dfn moins gn, plus f indiciaire de z. Et donc, ceci c'est holomorphe. Ceci c'est holomorphe parce qu'on a une somme finie de termes holomorphes. Cette fonction, elle est holomorphe parce que si je reprends la définition, Gn c'est un polynôme. Et ici, fk de z, c'est très exactement p indice ak de 1 sur z moins ak. Et de là, on a donc construit quelque chose qui vaut en effet un polynôme en z moins alpha plus un reste holomorphe. Nickel. Ouais. Il y a des choses à revoir dans la démo, mais non, gestion du tableau. Non. On peut peut-être maintenant passer aux questions. Disons que moi, j'aimerais quand même savoir si il y a quelle était l'utilité de Mittag-Leffler dans ton mémoire? Dans l'utilité de Mittag-Leffler, en fait, ça me servait pour obtenir l'interpolation chez les fonctions holomorphes. Oui. En fait, vous voyez un peu comme chez les polynômes, lorsqu'on veut faire de l'interpolation, on regarde d'abord le cadre des zéros, et ensuite, on va essayer de passer du cadre des zéros au cadre de l'interpolation globale. Et le théorème qui permet de faire ce lien ici, c'est Mittag-Leffler, où en fait, on va magouiller, entre guillemets, en utilisant des fonctions qui vont s'annuler en des points qui nous arrangent, avec multiplicité, et avec Mittag-Leffler, des fonctions qui vont obtenir des parties polaires qui nous arrangent. D'accord. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu bidouillais, maintenant tu dis que tu magouilles. C'est quoi la différence entre bidouiller et magouiller? C'est... Ah. Est-ce qu'il y a des questions d'autres questions dans le genre? La démarche de Mittag-Leffler, elle s'inscrit dans un problème plus global ou c'était vraiment faire avancer la recherche autour de l'interpolation? Pour moi, non, il y a quand même d'autres intérêts, notamment, alors il manque peut-être des notions de cohomologie sur lesquelles je suis en train de me renseigner actuellement, mais ce théorème, on peut un peu l'interpréter comme un passage du local au global du développement en série de Laurent. Tu vois une fonction méromorphe qui admet un pôle, je peux l'écrire pour une seule pour n dans z des an fois z moins alpha à la puissance n, mais ça va être un développement local, tandis que là j'obtiens une fonction globale en quelque sorte, dont je peux fixer ces polynomies. Là je pense que... Passage du local au global, comme on a souvent comme problème, c'est-à-dire qu'on a des solutions locales autour de alpha qui est isolé, on sait le comportement, et puis après on veut voir une fonction qui va recoller tout ça. Mais on revient au lemme chinois, hein. Non mais l'air de rien, on a toujours cette première référence, hein. On sait que, alors le côté local dans le lemme chinois, ça veut dire, modulo 3, on sait que notre nombre, il vaut 2, et puis localement, modulo 5, on sait qu'il vaut 5, ou 0, on va dire, alors qui est ce nombre? C'est exactement la même chose. Mais là, les problèmes sont quand même un peu plus délicats, quoi. C'est cette
démarches qu'on a en géométrie algébrique quand on regarde sur les corps péadiques ou ce genre de trucs pour repasser derrière. Voilà. Alors, il y a un truc qui s'appelle la cohomologie de Čech, que vous pouvez trouver dans le livre d'introduction à la géométrie algébrique de Daniel Perrin. Il s'appelle bien comme ça, Introduction à la géométrie algébrique, de Daniel Perrin. Daniel Perrin, j'aime bien ses livres et j'aime bien ce qu'il fait, quoi. C'est un passeur, quoi, en quelque sorte. C'est quelqu'un, il vous prend, bon, vous avez une licence ou vous avez un début de master, il vous prend tel que vous êtes et il vous montre des objets de la géométrie algébrique, des objets de la recherche, sans que ce soit des livres où on sent qu'il y a un mur, quoi. C'est la muraille de Chine qui est entre qui est entre vous et le truc. Ça parle, il y a un autre langage, il y a un autre truc. Là, il accompagne. Il fait du service après-vente de la licence, quoi. Et ça c'est assez chouette dans ses livres. C'est pour ça que je fais beaucoup de pub pour ce qu'il fait. Ce bouquin, je crois qu'il a inspiré justement de ses cours donnés à des licences. Bah oui, c'est ça, à Orsay. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. D'autres questions? Non? Eh ben, on va passer au suivant. Eh ben, merci en tout cas. Et puis, vraiment, en tout cas, t'as fait un très chouette mémoire sur un sujet complexe où il y avait plusieurs types de questions, et puis bon, l'originalité du mémoire était dans l'approche algébrique de choses un peu analytiques, très chouette. Allez, ben salut. Au revoir.